Donc je m'appelle Aurore. Je travaille au siège de Toyota en Europe, donc qui est basé à Bruxelles depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et un double rôle par rapport à ça, parce que à la fois je fais partie de l'équipe qui s'occupe de diversité, équité et inclusion à Toyota en Europe. Et en plus de ça, ma deuxième casquette est d'être la fondatrice et la co-présidente de notre association d'employés neuroatypiques. Donc, Toyota, on est encore au début du voyage sur l'inclusion des personnes neuroatypiques. Mais on a vraiment déjà mis beaucoup de choses en place. Et je suis très fière de ce qu'on a réussi à accomplir en ces 2 dernières années, on va dire, depuis que justement le réseau d'employés a été créé, ça a vraiment accéléré les choses pour nous. Et jusqu'à présent, on s'est beaucoup focalisé sur l'inclusion pour nos employés déjà présents à Toyota, donc que ce soit l'amélioration de nos locaux, des services qu'on peut proposer aux employés, et aussi de les accompagner, de les aider. Et dans un second temps, quelque chose qu'on pense du coup commencer plus concrètement avec l'année 2025, c'est justement d'essayer d'amener plus d'employés neuroatypiques à Toyota. Mais c'était vraiment important pour nous que on ait d'abord un cadre qui puisse être bénéfique aux personnes sur le spectre de l'autisme, mais aussi qui ont d'autres formes de neurodiversité, qui puissent se sentir à l'aise. Et voilà, on voulait pas faire les choses, on voulait faire les choses dans le bon sens et avoir d'abord toutes les options en place et ensuite pouvoir ouvrir à d'autres employés. Mais on a déjà pas mal d'employés du coup neuroatypiques. Forcément, beaucoup sont présents dans le groupe que je co-préside. Donc forcément, ils nous disent déjà ce dont ils ont besoin et c'est quelque chose qui est très précieux, qui a beaucoup de valeur pour nous. Oui, alors du coup, je dirais qu'on a 5 piliers d'activité en fait. Et donc le dernier pilier d'activité, c'est justement cet aspect de recrutement qu'on va commencer. Donc jusqu'à présent, on s'est focalisé sur les 4 autres. Le premier, ça a été la connaissance, l'éducation par rapport à la neurodiversité. Donc ça a été vraiment la première étape. Et on a réussi ça assez bien, c'est-à-dire que maintenant, on est dans un environnement où il y a une assez bonne connaissance de ce qu'est la neurodiversité, de ce qu'est l'autisme, le TDAH, les troubles 10 et autres conditions qui tombent sous le très grand parapluie de la neurodiversité. Donc ça a été vraiment la première étape, de faire réaliser aux employés de Toyota en général que on a déjà des employés neuroatypiques qui n'étaient pas forcément visibles en tant que tels, mais qui sont bien présents. C'était d'expliquer les difficultés que ces personnes peuvent rencontrer, mais aussi de présenter la force et les talents particuliers que les personnes neuroatypiques peuvent aussi apporter à une entreprise. Donc ça a été vraiment voilà, la première étape. Et ce qu'on a voulu faire avec ça, ce qui était très fort, c'est d'avoir justement des témoignages d'employés eux-mêmes qui partageaient leur histoire. Donc j'ai été l'une d'eux quand on a justement introduit ce nouveau groupe, mais on a eu aussi des témoignages très forts de personnes assez hautes dans la hiérarchie. Pardon. Du coup, on a eu un de nos vice-présidents, par exemple, qui a annoncé sa dyslexie. Ça a été quelque chose qui a été très très fort. Et donc voilà, on a organisé des événements internes pour nos employés. Donc le premier s'appelait, donc c'était en anglais, mais si je traduis, c'était Je suis neuroatypique, pose-moi toutes les questions que tu veux me poser. Et donc on a présenté ces témoignages et puis ensuite il y avait un moment assez long de questions-réponses et du coup ça a permis ouais, de répondre à beaucoup d'interrogations. On en a fait un deuxième, pas très longtemps après, qui cette fois était
je suis le parent ou partenaire ou quelqu'un qui s'occupe, en tout cas, de personnes, neuroatypiques. Et voilà, encore cette idée de question-réponse. Ça aussi, c'était très important et justement le côté, ce qu'en anglais on appelle carer, qui est voilà, les personnes qui s'occupent d'autres, donc les parents, mais pas que. C'était aussi un aspect très important de notre activité parce qu'on sait aussi comme il y a un lien génétique en général assez fort dans la neurodiversité. On a quand même beaucoup de personnes neuroatypiques qui ont aussi des personnes dans leur famille neuroatypiques. Donc, c'est un peu cette double difficulté, ce double challenge qu'on voulait aussi adresser. Et puis, ces derniers mois, on a mis en place une sorte de podcast, justement pour avoir encore plus de témoignages. Et ça, c'est quelque chose qui marche aussi très bien. On a des employés un peu partout en Europe, du coup, qui donnent leurs témoignages, qui expliquent un peu leur expérience d'être neuroatypique dans la vie, au travail, qu'est-ce que ça leur cause comme difficulté, mais qu'est-ce que aussi ça leur apporte et ça apporte à leur équipe au travail au quotidien. Qu'est-ce que ils voudraient voir dans l'entreprise pour se sentir plus soutenus. Donc ça, voilà, c'était des témoignages très, très précieux. Donc ça vraiment c'était, le premier pilier pour nous de faire cette éducation. Je pense qu'avant, il y a 2-3 ans, le mot neurodiversité n'avait jamais été vraiment prononcé dans l'entreprise et donc là, voilà, on a changé, on a mis beaucoup de choses en place pour que cette connaissance, puisse exister. Et voilà, ça a été, un succès, je pense. On peut vraiment apercevoir la différence en termes de connaissances, et d'acceptation, aussi de la neurodiversité. Deuxième pilier, ça a été, en fait, toutes les aides qu'on peut donner, aux employés pour qu'ils puissent avoir la meilleure expérience possible, au travail. Donc, faut dire que déjà à Toyota, on avait un environnement qui, était assez bénéfique puisque, on a un format hybride qui marche très bien. Beaucoup de personnes, travaillent depuis la maison, la majorité de la semaine, donc on a déjà beaucoup de choses, en place. On avait aussi dans nos locaux, on avait par exemple déjà une pièce qui était, une salle en fait, pour, réflexion, méditation, prière et cetera et du coup, c'est aussi un endroit pour, les personnes neuroatypiques, qui ont des, sensorialités différentes aussi, voilà, peut-être de se reposer, par rapport à ça. Donc il y avait déjà des choses en place, mais on a vraiment poussé ça beaucoup plus loin. On a fait beaucoup d'études, on a beaucoup écouté nos employés, on a fait des groupes de parole, pour comprendre, où étaient les marges de manœuvre, où est-ce qu'on avait des choses qui manquaient. Donc des choses qu'on a mis en place, depuis, ces 2 dernières années, on va dire, c'est déjà, des casques, à réduction de bruit active, qu'on a mis en place, qui peuvent être demandés, s'il y a une condition médicale, ou un besoin particulier, pour ça. On a aussi, une exemption pour, donc on appelle ça les flex desks, c'est-à-dire qu'on n'a pas des bureaux attitrés en fait, c'est maintenant assez courant dans les grandes entreprises. Comme tout le monde ne vient pas le même jour au bureau, voilà, il y a pas de bureau attitré, donc en fait, il faut un peu réserver en avance son bureau. Mais on n'est pas toujours sûr d'avoir toujours le même bureau, au même endroit et pour certaines personnes, sur le spectre autistique, mais pas que, c'est quelque chose qui est assez compliqué. Cette routine-là, elle est très importante. Donc on a mis en place une, exception en quelque sorte. Donc pour les personnes qui en ont besoin, elles peuvent avoir un bureau attitré, donc juste pour elles. On a aussi mis en place, au niveau de l'informatique, pas mal de choses. Un exemple, c'était une sorte de filtre de couleur sur l'écran, donc pour que la lumière soit moins forte. Donc ça aide aussi à se concentrer, à, aussi, gérer un peu mieux les sensorialités différentes. On a aussi, on est en train de débuter,
Donc pour le moment, c'est que sur un des étages qu'on a au siège à Bruxelles, mais ça va être aussi dans tous nos étages. En fait, c'est des sortes de mini-salles où il n'y a vraiment aucun bruit qui peut entrer et on peut aller là pour travailler. Donc quand l'open space, ça devient difficile à gérer avec voilà, toutes les lumières, les bruits, eh ben, il y a cette possibilité d'aller dans ces espaces-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui était aussi un gros projet et qui est super d'avoir pu mettre en place. En particulier, par rapport à ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut pas juste avoir ces aménagements en place, mais il faut aussi que nos managers savent comment venir en aide aux employés qui ont besoin de ces aménagements-là. Donc, on a créé une sorte de guide pour nos managers, donc 30 et quelques pages qui expliquent ce que c'est la neurodiversité, quels sont les types de neurodiversité les plus communs, quels sont les challenges, quels sont les talents que ça apporte aussi. Et puis après ça, toute une partie sur, voilà, je suis un manager, comment est-ce que j'ai cette conversation avec mon employé? Ou si je suis un employé, comment est-ce que je peux apporter ça à mon manager? Donc, comment avoir cette conversation? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et ça aussi, ça a été vraiment un gros succès. La première itération de ce guide a été téléchargée ou vue presque 1000 fois, sachant qu'à Bruxelles, on a à peu près 2500 employés, donc c'est énorme. Et on est actuellement en train de travailler sur la deuxième itération. Et donc là, qui se sera encore plus focalisé sur le rôle du manager, mais aussi pour les collègues. Donc voilà, pas seulement le rôle du manager, mais aussi toutes les personnes qui sont autour, la personne neuroatypique, et expliquer comment elles peuvent venir en aide à leur manière. Et on ajoute dans cette deuxième version, du coup, ce qu'on appelle un Access Passport. Donc en fait, c'est une sorte de checklist de tous les aménagements qu'on a disponibles à Toyota. Et les personnes, elles peuvent voir en fonction de ce dont elles ont besoin, tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut leur donner, et voilà, juste mettre un tic là où elles ont besoin de quelque chose. Et comme ça permet de faciliter grandement euh, de pouvoir leur donner accès à ces aménagements. Aussi, par exemple, si les personnes changent d'équipe, elles changent de manager, il y a quand même toujours une trace de ce dont elles ont besoin qui peut être gardée. Troisième catégorie, du coup, j'en ai un petit peu parlé en fait, c'était donc aider nos employés qui s'occupent d'autres personnes neuroatypiques. Donc là, on a des réunions, pas forcément très formelles, mais à intervalles réguliers, de parents principalement, mais pas que, qui se rassemblent régulièrement pour discuter, pour échanger et avoir un peu ce groupe de soutien, en quelque sorte. Et on a un groupe de soutien de la même manière pour nos employés neuroatypiques. Donc ça, c'est aussi très, très sympa. C'est un moment d'échange où il y a que des personnes neuroatypiques dans la pièce, et on discute, on peut s'entraider, et ça aide beaucoup et ça a été utilisé en tant que, groupe de parole aussi pour comprendre, ce qui nous manquait en tant qu'entreprise, par rapport à la neurodiversité. Et puis, bah, le dernier aspect de notre activité, en tout cas en tant que réseau d'employés, bah, c'est justement de faire vivre ce réseau d'employés parce que ça n'existe pas tout seul. Il faut voilà, une équipe, il faut des gens qui sont intéressés pour créer ces projets-là, pour discuter avec beaucoup d'acteurs en fait, parce que forcément, on a les ressources humaines d'un côté, mais on a aussi notre département d'informatique, on a les managers, on a notre équipe de recrutement, on a les personnes qui s'occupent de nos locaux. Du coup, il y a beaucoup de personnes qu'il faut coordonner, à qui il faut expliquer ce qu'on fait, pourquoi c'est important. Donc voilà, on a une équipe qui marche très bien. Et avec ma coprésidente, du coup, forcément, on fait aussi ce travail-là de gérer ce petit groupe de personnes qui a mis en place quand même beaucoup de choses.